Vous êtes-vous déjà demandé si l'histoire officielle de l'humanité est incomplète, qu'il y a des pages arrachées, des paragraphes effacés et des chapitres que quelqu'un a délibérément enfermés sous 7 verrous? On nous raconte un conte linéaire pratique des hommes des cavernes avec des massues aux bâtisseurs de pyramides et enfin à nous. C'est beau simple et complètement faux. Tous ces classements populaires de découvertes interdites sur Internet ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Ils vous montrent des jouets vous distraire avec des biolos brillants, tandis que les véritables mystères fondamentaux restent dans l'ombre. Mais aujourd'hui, nous ne jouerons pas à ces jeux. Nous allons plonger plus profondément. Dans cette liste, il n'y aura pas de contrefaçon d'artefacts extraterrestres sortis de nulle part ou de fausses publicités. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure des gratifications. Merci. Commençons notre compte à rebours avec quelque chose de tangible petit, mais tellement incongru qu'il brise la trame même du temps. Roumanie 1964. Des ouvriers creusent une tranchée sur les rives de la rivière Mureș à une profondeur de 10 mètres. Autour des os de mastodonte, un ancien géant ressemblant à un éléphant qui, selon des estimations modestes, a au moins 20 000 ans. Et voilà parmi ces fossiles, les travailleurs trouvent d'un coin en métal. À première vue, un outil ordinaire. Mais quand il est envoyé pour analyse, un silence de mort s'installe dans le laboratoire. Sa composition, 90% d'aluminium. 90%. Et maintenant un bref aperçu de la métallurgie pour ceux qui ont séché les cours de chimie. L'aluminium pur n'existe pas dans la nature. C'est le produit d'un processus technologique complexe nécessitant de l'électricité. Beaucoup d'électricité. L'humanité n'a appris à le produire en masse qu'à la fin du XIXe siècle. Et ce coin couvert d'une épaisse couche d'oxyde qui s'est formée pendant des millénaires se trouvait à côté des os du mastodonte. L'analyse de la pellicule d'oxyde a donné un résultat choquant. L'âge de l'objet, environ de 50 000 ans. Que cela signifie-t-il ? Cela signifie qu'un quart de million d'années avant que nous n'ayons officiellement découvert l'aluminium, quelqu'un fabriquait déjà des pièces avec. Et pas seulement des pièces. La forme du coin rappelle douloureusement le support d'atterrissage d'un aéronef. Coïncidence peut-être. Mais quand cet artefact gênant a été étudié plus en profondeur, l'histoire a pris un tournant familier. Il n'a pas été interdit par la loi, il a simplement été retiré. Enfermé dans un dépôt de musée à Cluj-Napoca, toute tentative d'explorateur indépendant d'y accéder a rencontré un refus poli mais catégorique. Dans les cercles académiques, en discuter est devenu de mauvais goût un signe de sensationnalisme et d'un manque de professionnalisme. Le coin d'Ayuda n'est pas seulement un mystère, c'est un fragment de technologie qui prouve soit l'existence d'une civilisation sur Terre bien avant nous, soit qu'il n'est pas d'origine terrestre. Et pendant qu'il reste sous clé, nous ne pouvons que spéculer sur lequel de ces scénarios effraie le plus l'establishment. 1898, État du Minnesota. Un fermier immigrant suédois, Olaf Hamann, déracine un arbre sur son terrain et tombe sur une massive plaque de grès gris enchevêtrée de racines. Sur la plaque, des symboles étranges, des runes. Lorsque l'inscription a été déchiffrée, elle a choqué toute la communauté historique américaine. Le texte indiquait qu'en 1362, un groupe de 30 explorateurs norvégiens et suédois avait atteint ces terres 130 ans avant Christophe Colomb. Cela semblait être une sensation. Mais au lieu de triomphe, Olaf Hamann a reçu une douche froide. Les runes étaient trop modernes. La gravure semblait trop fraîche pour avoir été enfouie pendant 500 ans. Le fermier, qui n'avait même pas essayé de vendre la pierre ou d'en tirer profit, a été accusé d'avoir créé une contrefaçon habile. Et c'est ici que cela devient intéressant. Les débats sur l'authenticité sont une pratique scientifique normale, mais avec la pierre de Kensington, quelque chose d'autre s'est produit. Elle est devenue toxique tabou. Tout archéologue ou historien qui osait admettre publiquement l'authenticité de la pierre commettait un suicide professionnel. Les demandes de subventions pour son étude étaient rejetées sans examen. Les articles la défendant n'étaient pas acceptés dans les revues scientifiques. Les professeurs dans les universités conseillaient ouvertement aux étudiants: si vous voulez obtenir un diplôme, éloignez-vous de ce sujet. C'est une interdiction tacite bien plus efficace que n'importe quelle loi officielle. Elle fonctionne par la peur d'être ridiculisée, par la peur de perdre sa réputation et ses moyens de subsistance. Pourquoi ? Parce que reconnaître l'authenticité de la pierre signifierait réécrire toute l'histoire de la colonisation de l'Amérique. Cela signifierait reconnaître qu'avant Colomb, les Européens ne se tentaient pas de débarquer sur les côtes, mais pénétraient profondément dans le continent. Et cela briserait une vision du monde établie, pratique et surtout politiquement correcte.
Ainsi, la pierre repose dans un petit musée à Alexandria, Minnesota, comme un monument non pas tant aux Vikings qu'à la lâcheté académique. Si la pierre du Minnesota peut secouer l'histoire d'un continent entier, que dire d'une structure capable de renverser l'histoire de toute la civilisation humaine? Pour cela, nous devrons plonger au fond de l'océan, près des côtes de l'île japonaise de Yonaguni. En 1986, un plongeur local à la recherche de bancs de requins-marteaux est tombé par hasard sur quelque chose qui ne rentrait pas dans son esprit. Sous l'eau, à une profondeur de 5 à 40 mètres, s'étendait un monument gigantesque. Et il ne s'agissait pas de rochers informes. Nous parlons de plateformes massives de terrasses parfaitement planes d'escalier avec des angles droits de 90 degrés. L'une des structures, ressemblant à une pyramide, s'élève du fond marin à une hauteur de 27 mètres. Tout cela était taillé dans un seul bloc de roche. Le géologue Masa Akimimura de l'université de Ryukyu prouve depuis des décennies que c'est une construction humaine. La nature ne crée pas de formes aussi symétriques et complexes. Selon ses estimations, le complexe a été construit lorsque cette terre était encore au-dessus de l'eau, c'est-à-dire il y a au moins 10 000 ans. Réfléchissez-y. 5 000 ans avant les premières pyramides égyptiennes, 6 000 ans avant Stonehenge. Et quelle a été la réaction des autorités officielles et de la communauté scientifique mondiale à un silence assourdissant? Le gouvernement japonais refuse de reconnaître le complexe comme un site du patrimoine culturel. Les demandes de financement pour des recherches sérieuses sont rejetées. Les équipes d'archéologues et de géologues étrangers ont pratiquement un accès fermé au site, non par une interdiction directe, mais par des tracasseries bureaucratiques et un refus de délivrer des permis. La position officielle, pas assez de preuves d'une origine artificielle. Mais derrière cela se cache quelque chose de plus grand. Si elle est reconnue comme une création humaine, toute la chronologie du développement de la civilisation s'effondrera. Cela signifiera qu'à la fin de la période glaciaire, il existait une culture inconnue dotée de compétences d'ingénierie incroyables. Une culture capable de traiter et de déplacer d'énormes blocs de pierre. Une culture dont il ne reste rien sauf cette ville fantôme submergée. C'est une question trop gênante, il est beaucoup plus simple de la laisser au fond de l'océan, permettant au courant et au temps d'effacer lentement les traces jusqu'à ce que le mystère disparaisse de lui-même. Une ville sous-marine est un choc, mais que diriez-vous si je vous disais que nous avons des preuves que les anciens cartographes savaient d'un des beaucoup plus sur le monde que nous ne pouvons l'imaginer? En 1929, une carte créée en 1113 par l'amiral ottoman et cartographe Piri Reis a été trouvée dans la bibliothèque du palais de Topkapi à Istanbul. Il a honnêtement indiqué qu'il avait utilisé environ 20 sources plus anciennes pour sa création, y compris des cartes des temps d'Alexandre le Grand et même plus anciennes. Sur cette carte, les côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud sont représentées avec une précision étonnante. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est le plus stupéfiant, c'est que sur le bord sud de la carte, la côte de l'Antarctique est dessinée en détail. Cette même Antarctique que l'humanité n'ouvrira officiellement qu'après 300 ans en 1820. Mais ce n'est pas tout. Sur la carte de Piri Reis, l'Antarctique est représentée sans sa calotte glaciaire. Les données géologiques confirment que la côte sous plusieurs kilomètres de glace ressemble effectivement à ce que l'amiral ottoman a dessiné. Et la dernière fois qu'elle a été libre de glace, c'était il y a au moins 6000 ans. Cela signifie que Piri Reis avait accès à des cartes créées des milliers d'années avant lui, lorsque l'Antarctique était un continent verdoyant. Qui a pu créer de telles cartes? Quelle civilisation avait les technologies pour la cartographie mondiale à l'époque préhistorique? Cet artefact est devenu un casse-tête pour les historiens. Il est impossible de l'ignorer, il est matériel. Mais il est également impossible de l'expliquer dans le cadre de la paradigme accepté. Ainsi, la voie la plus simple a été choisie: le silence. La carte est conservée au palais de Topkapi, mais est rarement exposée au public. Dans la plupart des manuels d'histoire, vous ne trouverez pas un mot à son sujet. Elle est devenue taboue, non pas parce qu'elle a été cachée, mais parce qu'on refuse simplement d'en discuter, l'ignorant comme une anomalie ennuyeuse qui perturbe l'image du monde. Nous avons tendance à penser aux anciens Grecs comme des philosophes et des sculpteurs, mais pas du tout comme des ingénieurs capables de créer des mécanismes complexes. Ce stéréotype a été brisé en 1000 morceaux en 1901, lorsque des plongeurs à la recherche d'éponges ont découvert au large de l'île grecque d'Anticythère un navire romain coulé. Parmi les statues et les amphores, ils ont remonté un morceau informe de bronze qui a été abandonné pendant des décennies au sous-sol du Musée archéologique national d'Athènes. Ce n'est qu'aux années 70, avec l'avènement des technologies de radiographie, que les scientifiques ont pu jeter un œil à l'intérieur. Et ce qu'ils ont vu était inimaginable. À l'intérieur du morceau rouillé
se cachait un système complexe d'au moins 37 engrenages en bronze. C'était un ordinateur analogique créé au XIIe siècle avant Jacé. Le mécanisme d'Anticythère pouvait modéliser avec une précision incroyable les mouvements du Soleil et de la Lune, prédire les éclipses solaires et lunaires, et même compter le cycle quadriennal des Jeux olympiques. La complexité de ces transmissions différentielles n'avait pas d'égal dans le monde jusqu'à l'apparition des horloges mécaniques en Europe au XIVe siècle. Cette découverte a provoqué un choc. Comment une civilisation qui ne connaissait même pas les horloges les plus simples a-t-elle pu créer un calculateur astronomique aussi complexe? Cela brisait complètement notre conception du niveau de leur technologie. Et que s'est-il passé ensuite? Au lieu de réécrire les manuels et de commencer des recherches à grande échelle sur d'autres dispositifs similaires, le monde scientifique a fait semblant de rien. Oui, une découverte unique. Oui, intéressant. Mais cela t'a été présenté comme un cas unique, un éclair de génie aléatoire ne changeant pas l'image générale. L'interdiction ici était intellectuelle. Reconnaître qu'un tel mécanisme pouvait ne pas être unique signifierait admettre l'existence d'une école entière de mécanique de haute précision d'une branche technologique perdue de développement. Et cela, c'est déjà trop dangereux. Cela remet en question notre conception arrogante de nous-mêmes comme le sommet du progrès technologique. Il est plus facile de considérer le mécanisme d'Anticythère comme un miracle, une exception à la règle, que de reconnaître que nous redécouvrons peut-être simplement ce qui était connu et perdu il y a plus de 2000 ans. Passons des interdictions intellectuelles aux interdictions absolues selon la Bible, où étaient conservées les tables de pierre avec les 10 commandements. L'Arche d'Alliance véritable a été amenée en Éthiopie par Ménélik Cnier, fils du roi Salomon et de la reine de Saba, et est depuis conservée dans la ville d'Aksum, dans une petite chapelle près de la cathédrale de la Sainte Vierge Marie de Sion. Et c'est ici que commence le mais le plus insurmontable. On ne peut pas le voir. Personne, jamais. L'accès à la chapelle est réservé à un seul gardien élu à vie. Il n'a pas le droit de quitter le territoire de la chapelle jusqu'à sa mort et ne communique avec personne. Toutes les demandes des scientifiques, des historiens, même des présidents pour effectuer au moins une numérisation non invasive, utiliser un radar géologique pour confirmer ou infirmer la présence d'un ancien artefact là-bas, se heurtent à un refus catégorique. Ce n'est pas simplement une interdiction. C'est un mur de foi épais de 3000 ans. Pourquoi d'une part c'est un profond respect religieux, d'autre part une peur pragmatique. L'histoire de l'Arche est la pierre angulaire de l'identité nationale éthiopienne et du pouvoir de l'Église. Que se passerait-il si des recherches montraient qu'il n'y a rien dans la chapelle? Cela pourrait provoquer une crise de foi et une instabilité politique. Et que se passerait-il si elle montrait qu'il y a vraiment une ancienne boîte en bois d'acacia recouverte d'or et que l'analyse au carbone 14 confirmerait son âge? Cela bouleverserait l'histoire mondiale et la religion. Les deux résultats comportent des risques énormes. C'est pourquoi pour l'Église éthiopienne et les autorités, le silence est la meilleure stratégie. L'Arche à Aksum est un exemple parfait de la façon dont un objet peut être interdit à l'étude, non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il y a peut-être quelque chose. Imaginez un site archéologique que vous voyez, que vous savez où il se trouve, mais on vous ordonne de ne pas le toucher. Ce n'est pas simplement un ordre, c'est une politique nationale soutenue par la peur et le respect. Nous parlons du mausolée central du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, celui qui garde l'armée de terre cuite célèbre. Des milliers de guerriers en terre cuite ont déjà été découverts et sont devenus une merveille du monde. Mais la tombe de l'empereur, un immense palais souterrain sous le tumulus, reste intacte depuis plus de 200 ans, et l'interdiction de son ouverture est officielle. L'administration d'État du patrimoine culturel de Chine a décrété de ne pas toucher à la tombe tant que des technologies capables de garantir la préservation à 100% de tout ce qui s'y trouve ne seront pas disponibles. Et il y a de bonnes raisons à cela. Tout d'abord, une triste expérience. Lorsque les premiers guerriers en terre cuite ont été extraits le fatin, leur peinture vive s'est écaillée littéralement en quelques minutes au contact de l'air. Personne ne veut que cela arrive au tissu en soie, aux manuscrits ou aux artefacts en bois dans la tombe. Deuxièmement, un danger mortel. L'historien ancien Simakian écrivait qu'à l'intérieur du mausolée se trouvait une carte entière de l'Empire où les rivières et la mer étaient réalisées en mercure liquide. Des recherches modernes sur le sol autour du tumulus ont montré une concentration anormalement élevée de vapeur de mercure, ce qui confirme les paroles de l'historien. L'air à l'intérieur peut être toxique. De plus, Tian mentionnait des arbalètes piégées prêtes à tirer sur quiconque oserait entrer. Mais derrière ces raisons officielles se cache quelque chose de plus. Un profond respect culturel pour le repos du premier empereur, celui qui a uni le pays.
Une compréhension que l'ouverture de la tombe est un point de non-retour, et peut-être une peur subconsciente. Que se passerait-il si les anciennes légendes ne mentent pas seulement sur le mercure et les pièges? Que se passerait-il si quelque chose se trouvait vraiment à l'intérieur capable de bouleverser les fondements non seulement de l'histoire chinoise mais aussi de l'histoire mondiale? Ainsi, les archéologues du monde entier peuvent seulement se tenir au pied du tumulus et attendre. La tombe de Qin Shi Huang est un message scellé du passé que nous avons peur d'ouvrir car nous ne sommes pas sûrs d'être prêts pour son contenu. Si la tombe de l'empereur est un message scellé et les archives secrètes du Vatican sont une véritable bibliothèque de tels messages enfermés au cœur du monde occidental. 53 miles d'étagères, 12 siècles d'histoire. Des documents qui ont vu le lever et le coucher des empires, la naissance et la mort des hérésies, des couronnements et des intrigues qui ont changé le cours de l'histoire. Officiellement, elles sont appelées archives apostoliques et ne sont formellement pas secrètes. Tout chercheur ayant la qualification appropriée peut demander un accès, mais ce n'est qu'un façade. En réalité, c'est l'une des collections les plus fermées et contrôlées au monde. L'accès est ouvert uniquement aux documents de plus de 75 ans. Vous ne pouvez pas simplement venir et flâner parmi les étagères. Vous devez commander à l'avance un document spécifique et vous ne serez autorisé à consulter pas plus de 3 par jour sous l'œil vigilant de la sécurité. La photographie est interdite. Certaines sections des archives sont complètement fermées et personne d'extérieur ne sait même ce qui y est conservé. Pourquoi un tel secret? La version officielle est la préservation des documents et l'ordre. Mais la véritable raison est plus profonde. Le Vatican a été pendant 2 millénaires non seulement un acteur religieux, mais aussi un puissant joueur politique. Ces archives peuvent contenir des documents capables de réécrire l'histoire du christianisme des versions anciennes des évangiles différentes des canoniques. Des témoignages de contact avec d'autres croyances qui étaient présentées comme hostiles, peut-être des informations compromettantes sur des figures historiques que l'Église a canonisées, ou peut-être quelque chose d'absolument inimaginable comme des rapports sur des événements que nous appellerions aujourd'hui un paléocontact. L'interdiction ici est un système de contrôle de l'information. En permettant aux chercheurs d'accéder à doses contrôlées et sous surveillance, le Vatican contrôle le récit historique. Il décide quelles pages du passé de l'humanité ont le droit d'être lues, et lesquelles doivent rester à jamais dans l'obscurité des souterrains. Ce n'est pas simplement une archive, c'est le plus grand dépôt d'histoire potentiellement interdite au monde. Et maintenant, nous arrivons à quelque chose de vraiment explosif. Nous allons prendre l'un des monuments les plus connus de la planète, l'icône de l'Égypte ancienne, et déclarer que toute l'histoire officielle à son sujet est un mensonge. Il s'agit bien sûr du grand sphinx sur le plateau de Gizeh. Selon les manuels, il a été taillé dans la roche par le pharaon Képhren vers 2500 avant Jétacé. C'est une axiome, une vache sacrée de l'égyptologie. Maintenant, regardez le sphinx et les murs de la tranchée dans laquelle il se trouve. Vous verrez de profondes stries verticales. Les égyptologues disent que c'est l'érosion causée par le vent et le sable. Mais tout géologue vous dira que le vent laisse des traces horizontales en couches. Et ces stries verticales sont un signe classique d'érosion aquatique causée par des pluies millénaires. Dans les années 90, le géologue Robert Schoch de l'Université de Boston, après avoir étudié ces marques, en est venu à une conclusion. Le sphinx a été exposé à de fortes précipitations pendant très longtemps. Le problème est qu'il n'y a pas eu de telles pluies en Égypte depuis la fin de la dernière période glaciaire, c'est-à-dire depuis au moins 5000 à 7000 ans avant notre ère. Cela rend le sphinx 2 fois, voire 3 fois plus vieux que ce que l'on pense. Il a été créé non pas par la civilisation des pharaons, mais par quelqu'un avant eux. A été la réaction à cette découverte? La colère. La communauté académique, en particulier les égyptologues, dirigés par l'ancien responsable des antiquités égyptiennes Zahi Hawass, a infligé à Schoch et à ses partisans une véritable obstruction. Ils ont été qualifiés de pseudo-savants, de dilettantes, de chercheurs, de sensations bon marché. L'accès à d'autres recherches sur le sphinx pour les géologues indépendants a été complètement fermé. Toute tentative de réaliser des scans sismologiques sous les pattes du sphinx où l'on dit qu'il pourrait y avoir des cavités cachées a été bloquée dès le départ. Ici, l'interdiction est une protection de la doctrine. Reconnaître que Schoch a raison signifierait effondrer toute la chronologie de l'Égypte ancienne. Cela signifierait reconnaître l'existence sur cette terre d'une civilisation hautement développée des milliers d'années avant les pharaons. Cela ouvre la boîte de Pandore à des questions. Qui étaient ces gens? Quelle technologie avaient-ils ou ont-ils disparu? L'égyptologie en tant que science n'est pas prête à de telles questions. Il est plus simple de déclarer hérétiques ceux qui les posent et de leur interdire de s'approcher de la sainteté. Le sphinx reste silencieux, mais les marques sur son corps crient une histoire que nous sommes interdits
d'entendre. Et nous voici au sommet, l'endroit numéro 1. Ce n'est pas une théorie, ni une légende, ni un artefact controversé. C'est un véritable site excavé dans le sud-est de la Turquie qui ne remet pas seulement en question mais détruit complètement notre conception de l'émergence de la civilisation. C'est Göbekli Tepe. Avant sa découverte en 1994, on pensait que l'architecture monumentale et la religion étaient apparues comme conséquence de la révolution agricole. D'abord, les gens ont appris à cultiver, se sont installés dans des villages, ont créé des surplus alimentaires, et seulement après cela, ils ont eu le temps et les ressources pour construire des temples. Logique, oui. Faux absolument. Göbekli Tepe est un gigantesque complexe temple construit il y a 600 ans. C'est 6000 ans plus vieux que Stonehenge et 7000 ans plus vieux que les premières pyramides de Gizeh. Et il a été construit par des chasseurs-cueilleurs. Des hommes de l'âge de pierre qui, selon nos idées, ne devraient avoir ni structure sociale, ni technologie, ni motivation pour un tel travail titanesque. Le complexe se compose de nombreuses structures rondes avec d'énormes colonnes en forme de T en calcaire pesant jusqu'à 20 tonnes chacune. Sur ces colonnes, des reliefs artistiques d'animaux, de renards, de serpents, de sangliers, de grues. Ce ne sont pas des habitations primitives, c'est un centre rituel extrêmement complexe. Et voici le principal mystère. Après avoir existé pendant environ 2000 ans, le complexe a été intentionnellement enseveli. Ses créateurs ou leurs descendants ont déployé d'énormes efforts pour enterrer leur création sous des milliers de tonnes de terre, la préservant pour l'avenir. Pourquoi donc cet endroit est-il numéro 1 sur la liste des interdits? Parce que son existence brise tout. Il prouve que d'abord, il y avait la religion, une idéologie complexe qui a poussé les gens à s'unir pour construire. Et seulement après, pour nourrir les bâtisseurs, l'agriculture est née. Tout est à l'envers. L'archéologue allemand Klaus Schmidt, qui a consacré sa vie aux fouilles, n'a effleuré que le mystère. À ce jour, pas plus de 5% du complexe ont été excavés. Les géoradars montrent que sous terre se cachent encore des dizaines de structures similaires. Et ici, un interdit tacite entre en jeu. Les autorités turques contrôlent strictement l'accès au site. Obtenir un permis pour des fouilles est incroyablement difficile. Les recherches avancent très lentement. On a l'impression que personne ne se dépêche de creuser davantage car chaque nouveau maître peut apporter une découverte à laquelle la science moderne n'est tout simplement pas prête. Göbekli Tepe n'est pas simplement un ancien temple, c'est la preuve que l'humanité a un énorme chapitre amnésique de son histoire. Une civilisation entière précédant toutes celles que nous connaissons dont les motivations et les connaissances nous échappent. Cela soulève la question la plus importante et la plus effrayante. Si nous avons oublié cela, qu'avons-nous encore pu oublier ? Le passé n'est pas simplement enfoui sous une couche de poussière, il est soigneusement gardé. Et la question principale n'est pas ce que ces mystères cachent, mais pourquoi ils sont si redoutés d'être révélés. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'au bout. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.